Bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas vous dire ce soir pourquoi vous devez m'écouter, puisque vous le faites déjà. Mais je vais vous dire que m'écouter ne suffit pas. Vous devez adhérer à Solidarité et Progrès. Le monde est en effet aujourd'hui à la croisée de chemins. L'un mène au pire. L'un mène à court terme, dans le court terme, à la guerre et au chaos économique. L'oligarchie financière dominante dans les pays occidentaux, est comme un tigre blessé qui devient mangeur d'hommes. Elle ne peut, elle-même, elle ne peut pas maintenir son pouvoir. Elle ne peut le maintenir qu'en imposant aux autres sa domination destructrice. L'autre chemin, lui, mène à moyen et long terme vers un nouvel ordre économique, monétaire et culturel international. C'est chaque pays du monde qui a droit à ce dont je vous parlais au départ, la sécurité, la stabilité et le développement économique. Et chaque pays, sans exclure aucun. Ce processus est en cours, et il est même irréversible. Mais il n'est irréversible que si nous n'allons pas dans ce court terme de guerre et de chaos économique qui nous entraînerait tous. À court terme, cette logique de guerre et de chaos, c'est ce que nous devons combattre. C'est notre priorité. C'est dire, de ce point de vue, que l'on doit aujourd'hui agir politiquement, en considérant la réalité de ce qui se passe et pas les récits dont nous abreuvent les médias. Toujours sous la coupe de l'oligarchie, ou ne pas céder au basculement vers l'irrationnel, trop souvent l'irrationnel, des réseaux sociaux. Je reviens d'un voyage en Turquie. J'ai passé 3 jours en Turquie, invité par un parti qui s'appelle Vatan, parti patriotique, et qui est dans la tradition kémaliste de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la Turquie moderne. Alors, j'y ai mesuré tout ce qu'on attend de la France. On attend beaucoup, beaucoup de la France là-bas. Et en même temps, l'on s'y demande comment avez-vous fait pour tomber si bas? Comment avez-vous fait pour perdre une grande partie de votre raison d'être? Notre détermination, c'est de répondre politiquement à ce que le peuple français attend de la France, et ce que le monde, dont la Turquie n'est qu'un élément, de ce que le monde attend de nous. Nous devons y répondre. La verticalité arrogante de notre présidence et la pétaudière qu'est devenue l'Assemblée nationale nous font mesurer que ce sont les fossoyeurs qui mènent notre pays. Oh, des fossoyeurs à la petite semaine, mais des fossoyeurs. Et ils mènent notre pays à la perte. Car ce qu'ils font détruit peu à peu ce que notre pays a de bon et de meilleur. Ils sont aux commandes. Et le seul réel pouvoir, leur seul réel pouvoir, en dehors de la soumission à des intérêts étrangers à notre pays, à notre histoire, leur seul pouvoir est de couvrir d'étiquettes affamantes ceux qui se révoltent et de pervertir leur image. Comme ils l'ont fait vis-à-vis des Gilets jaunes et de tout mouvement politique honnête, comme ils l'ont fait vis-à-vis d'un Pierre Bérégovoy, comme ils l'ont fait vis-à-vis d'un Robert Boulin, et comme ils me l'ont fait à moi-même au cours de mes 3 candidatures présidentielles, pour effacer ce que mon message pouvait porter. Dans ces conditions, nous avons décidé de lancer ce grand mouvement d'adhésion à Solidarité et Progrès. Nous sommes convaincus qu'aucun autre parti, aucun autre dirigeant n'est capable d'inspirer ce qui est aujourd'hui nécessaire à la France pour qu'elle se relève.
Nous espérions qu'une candidature d'union, union des souverainistes sincères, honnêtes et de progrès, pouvait éclore au moment des élections présidentielles. Je n'y ai pas participé pour permettre que cette éclosion ait lieu. Eh bien, elle n'a pas eu lieu, en raison des priorités des uns et des autres qui n'étaient pas celles de la France. Alors, aujourd'hui, nous lançons ce mouvement d'adhésion. Pourquoi maintenant? Parce que le monde a besoin de la France et que la France a besoin de nous, de chacun d'entre vous. Et qu'il y a urgence. Pour retrouver le rôle de la France dans le monde, le rôle de catalyseur, d'inspirateur, ce qui est le sens de toute notre histoire, et pour que chacun d'entre vous, à l'intérieur de la France, soit le catalyseur du catalyseur de ce que doit devenir la France. Il est temps que nous comprenions dans ce contexte la dimension que nous avons déjà et celle plus grande que nous devons avoir. Adhérer n'est pas se coller une étiquette, militer pour une cause unique, c'est de partir de l'injustice ressentie par chacun d'entre nous, au niveau où il vit, pour s'élever aux causes, et pour combattre les causes, pour faire apparaître chez chacun d'entre nous ce qui est humain, cette dignité de chacun que l'on recherche, et on a raison, cette dignité de l'humain, qui est ce qui nous définit, qui définit notre vie. Vous savez, la devise de notre journal, la Nouvelle Solidarité, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises et que certains d'entre vous lisent, c'est élever à la dignité d'homme tout individu de l'espèce humaine. Et je crois que c'est de ce point de vue que dans le monde, nous pesons déjà. Prenons donc en compte la dimension que nous sommes en train d'avoir et qu'il tient à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, qu'elle puisse devenir déterminante, qu'elle puisse conduire à la victoire qui est nécessaire contre ce monde de destruction, contre ce monde engagé dans une voie sans issue. À l'international, nous sommes porteurs, et de plus en plus porteurs, de l'alternative. Je vous avais dit que Sergueï Glaziev, actuellement chargé des macroéconomiques d'intégration au sein de l'Union économique eurasiatique, avait adressé un message à Madame El-Gazep Larouche, présidente internationale de l'Institut Schiller, soulignant sa dette intellectuelle envers Lyndon LaRouche, son mari, mon ami américain, et soulignant que tous les pays du monde qui avaient suivi la voie d'une économie physique et humaine de Lyndon LaRouche, liée au développement de la capacité d'accueil de chacun, au prolongement d'espérance de vie, ceux qui avaient suivi cette voie et qui s'y étaient tenus étaient des pays qui avaient réussi. Dans l'histoire actuelle, que ce soit la Chine, que ce soit l'Indonésie, que ce soit le Vietnam, ou même l'Inde, dans une certaine mesure. Eh bien, ces pays avaient réussi, ont réussi, dit Serge Glaziev, mais les pays occidentaux n'ont eux pas réussi. Pourquoi ont-ils plafonné, ont-ils reculé? Parce qu'ils sont restés attachés à une conception monétaire du monde, à une conception financière, à une conception monétaire alimentant les spéculations financières à court terme, sans vision à long terme, sans s'engager dans ce chemin du long terme, du moyen et du long terme dont je vous ai parlé au départ. Eh bien, Sergueï Glaziev est aujourd'hui l'homme qui, à Moscou, à Pékin et de Buenos Aires jusqu'à Jakarta, met en place les institutions d'un monde échappant à l'oligarchie financière et à sa dictature du dollar roi, pour établir une série d'accords à long terme de production, de développement mutuel,
dans une majorité de pays du monde, le chemin du moyen et du long terme. Helga Zepp-Larouche, présidente de l'Institut Schiller international, auquel nous sommes associés, Helga Zepp-Larouche a présenté 10 principes de référence. C'est des principes qui doivent alimenter qui doivent être une source de discussion, de réflexion dans le monde. 10 principes inspirateurs pour lancer la discussion vers un nouvel ordre, vers une nouvelle architecture plutôt internationale de sécurité et de développement pour chaque pays du monde, qui assure la paix par le développement mutuel. Par-delà les arrangements diplomatiques, cela veut dire un développement mutuel, ces arrangements diplomatiques étant en eux-mêmes insuffisants, et ce développement étant ce qui permet de les consolider, de leur donner une direction, d'assurer qu'ils puissent s'appliquer, que ce ne soit pas de vaines paroles. Ayant pris connaissance de ces principes de Malgame d'Helga Zepp-Larouche, Sergueï Glaziev, qui travaille, je le souligne encore, à unir les différentes nouvelles routes de la soie, l'Organisation de la coopération de Shanghai, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui travaillent à organiser cette majorité du monde aujourd'hui. Eh bien, il a déclaré que les 10 principes d'Helga Zepp-Larouche, qui est aussi la présidente de l'Institut Schiller international, mais aussi mon ami, que ces principes d'Helga Zepp-Larouche sont d'excellentes suggestions sur ceux d'une transition vers un nouveau système de sécurité internationale. Et je vais encore souligner le mot sécurité qui est lié à solidarité, comme je le disais au début ce soir. Nous nous trouvons donc bien au centre de ce monde qui vient. Notre parti se trouve au centre de ce monde qui vient. Alors, certains diront, cyniquement, si vous êtes au centre, pourquoi avez-vous besoin de nous? La réponse, c'est clair lorsqu'on pense en termes d'engagement, en termes d'adhésion. Premièrement, nos pays du bloc atlantiste doivent changer. Sans cela, on ira vers un monde de bloc contre bloc, un monde nécessairement de conflit, qui sera un désastre pour tous, qui condamnera à la guerre, au chaos économique, à court terme. Il faut donc en sortir et vite. Deuxièmement, en Europe, la France peut et doit être catalyseur. Elle doit jouer un rôle fondamental. Elle doit apporter un leadership qui inspire et réponde à un bien supérieur, supérieur aux querelles vulgaires, basses, mesquines qu'on peut trop voir dans notre pays, où les divisions empêchent de s'exprimer le meilleur de lui-même. À l'international, donc, le monde a besoin de nous. Et il a besoin de chacun d'entre nous. Certains nous diront donc, là vous volez trop haut. On n'y peut rien, c'est comme ça. Vous êtes dans la stratosphère. Eh bien, ce niveau international ne pourra être atteint que par une mobilisation dans chaque pays, à l'intérieur de la France, à l'intérieur de notre propre pays. Et la France peut et doit jouer, je le souligne encore, ce rôle de catalyseur déterminant dans le monde. À l'intérieur de la France, vous devez être, chacun d'entre vous, le facteur déterminant de ce changement. Vous devez constituer, pour ce bloc populaire qui rassemble les 2/3 des Français et des Françaises, qui aspirent à autre chose qu'à ce monde recul dans lequel nous sommes. Ce n'est pas simplement du ressenti, c'est la réalité. Ceux qui aspirent à autre chose et qui ont voté généralement pour des partis qui étaient engagés à sortir du commandement intégré de l'OTAN. Emmanuel Macron, je vais peut-être
choquer tout le monde en le disant, Emmanuel Macron vient de faire une déclaration utile sur la politique internationale. Mais cette déclaration utile ne peut mener nulle part s'il demeure en même temps, avec ses belles paroles, portant les chaînes européennes aux pieds, portant les chaînes aux pieds et aux mains, les chaînes de ceux qui l'ont fait élire, une première fois par effraction et une deuxième fois par défaut, avec à peine un cinquième et un peu moins des électeurs inscrits. Donc nous avons un président à la fois élu par défaut et au regard de l'ensemble des Français et des Françaises, l'ensemble du corps électoral, oui, illégitime. Emmanuel Macron a réaffirmé la nécessité de tenir des négociations de paix avec la Russie pour arrêter la guerre en Ukraine, en considérant les besoins de sécurité de la Russie. Il a mentionné que ces besoins de sécurité doivent être pris en compte. Et il l'a fait lors de son séjour aux États-Unis, ce qui rend sa déclaration peut-être encore plus significative. Il a déclaré que c'est l'expression de ces conditions de sécurité, c'est leur reconnaissance qui permettra d'assurer la stabilité en Europe, qu'il entend encore rencontrer Vladimir Poutine à ce sujet. Mais ces conditions de sécurité, elles avaient été exigées par Vladimir Poutine en décembre de l'an dernier. Et c'est l'OTAN, et c'est l'Union européenne, auquel la France appartient, qui avait refusé. Donc ce qu'a dit Macron est utile, même juste, mais cela ne peut avoir de valeur que si on tient compte que l'Union européenne et l'OTAN, c'est ce qui empêche réellement ces paroles d'avoir un sens. Ce sont des paroles condamnées à rester des paroles si la France ne reprend pas sa liberté d'action. Sous le régime de l'OTAN et de l'Union européenne, de plus en plus associée à l'OTAN, ces paroles ne sont pas crédibles. D'autant plus que les données françaises, nos données civiles et militaires, sont sous la coupe des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, des GAFAM, et du lobby de Silicon Valley, puisque nos données militaires du ministère de la Défense sont traitées par Microsoft, et que celles du ministère de l'Intérieur, très longtemps, et encore aujourd'hui, sont traitées par Palantir, qui est la société fondée en 2004 par la CIA, qui dispose beaucoup de données, et auxquelles nous devons nous plier parce que nous n'avons nous-mêmes pas assez de données, on n'a pas été capable de les créer, ni au sein de l'Europe, ni au sein de la France. Alors, je dirais, sans rompre ces chaînes, les paroles de Macron, et j'insiste encore, resteront des paroles. Dans la logique de ce que François Mitterrand disait à sa femme Danielle, et je vais vous citer exactement ce que disait François Mitterrand à Danielle. Danielle le mentionne dans son livre de ma mémoire. Je n'ai pas le pouvoir, la France, comme le reste du monde, est assujettie à une dictature financière qui gère tout. Nous n'admettons pas cette soumission destructrice qui revient à s'attacher à un système qui de plus se détruit lui-même aujourd'hui. Les autres partis ne manifestent pas autre chose dans leur comportement, parfois pas dans leurs paroles, mais dans leur comportement, que ce que disait François Mitterrand. C'est pour ça que vous pouvez adhérer au nôtre, à Solidarité et Progrès, qui est le parti qui a combattu dès le départ l'oligarchie financière, dès le départ l'acte unique de 1986, sur la libre circulation des hommes, des services, des marchandises et des capitaux en Europe, et qui ont dit l'assujettissement, il est là, le capital
avant le travail, le capital déshumanisé, financiarisé. Eh bien, ces prises de position nous donnent le titre suffisant pour être les représentants du combat nécessaire. Cependant, ce n'est évidemment pas suffisant. Combattre ce système, c'est redonner sa raison d'être à la France. Donc, c'est de prendre le risque. Et nous sommes prêts à combattre ce risque. C'est pour cela qu'on a essayé de nous faire taire, constamment. Ce risque pour la France, mais ce risque aussi pour l'humanité, pour la cause de l'humanité. Nous sommes dans ce sens, et vous l'avez vu à l'international, l'alternative. Je vous demande que solidarité et progrès le deviennent dans le domaine des idées, dans le domaine de l'inspiration, l'alternative au sein de la France correspondant à l'alternative à l'international. Si vous appréciez ou aimez, ou si vous trouvez intéressant tout ce que je dis, ce que nous avons à dire, et que vous n'adhérez pas, vous ne mesurez pas ce que nous représentons, ce que nous sommes, eh bien, vous êtes condamné soit à la passivité, soit à ne pas participer à ce changement d'époque qui est si nécessaire aujourd'hui, dans ce second chemin dont je vous ai parlé au départ. Mais le règne des partis en France, voilà ce qui est devenu ce régime, ce règne, ce qui est devenu, je dirais, les fossoyeurs à la petite semaine. Nous vivons une réalité qui est, hélas, une réalité de recul. La natalité s'effondre. En 2020, nous avons eu 740 000 naissances en France, c'est le chiffre le plus bas depuis 1945. L'espérance de vie, elle plafonne au sein d'un système de santé publique qui était notre fierté, le système de sécurité sociale d'Ambroise Croizat et de Pierre Laroque. Eh bien, il se dégrade de jour en jour. Un simple chiffre. Selon une étude de l'Ordre national des infirmiers, 29% veulent quitter la profession au cours des 12 prochains mois, alors qu'ils sont en nombre tout à fait insuffisant, tout comme les lits d'hôpitaux qui ne sont pas prêts en cas de crise ou d'accident, qui traitent les choses comme elles sont, mais pas le risque. Même chose pour les médecins du travail, pour toute la médecine du travail, où l'âge moyen dépasse les 50 ans. Même chose pour les médecins de campagne ou de ville. Il y a un manque de médecins à Paris. Pour avoir un rendez-vous avec un dermatologue, il faut 4 à 6 mois. Même chose pour les pharmaciens. On manque maintenant de 5000 pharmacies dans la France de l'intérieur. C'est l'insuffisance partout. Je dirais qu'à force de gérer des flux tendus, le ressort se casse. L'éducation. Nous chutons à tous les niveaux. Jamais l'inégalité n'a été aussi grande en France. Et il y a insuffisance du nombre de candidats qui se présentent au concours. Donc, on recrute en CD. On recrute, voilà qu'on propose de recruter au niveau Bac plus 3 et pas Bac plus 5. On tombe. L'industrie, ça part dans le PIB, dans le produit intérieur brut, est passé en 25 ans de 20% à 10%. Nous avons, de manière incompétente, je dirais même imbécile, appliqué l'idée de maintenir toute la conception en France et de délocaliser la production. Eh bien, on a perdu l'articulation entre conception et production, et le résultat, c'est
la vente de notre industrie à la découpe. L'agriculture, ou une éthologie d'adaptation aux financiers, a conduit là aussi à une désarticulation, ne tenant compte ni de la contrainte des territoires, ni de la contrainte de l'eau, ni de la contrainte de la vie des agriculteurs. Vous savez que plus d'un se suicide tous les jours, encore actuellement. L'énergie, source de tout. Bien pour cela, je vais citer simplement ce que nous dit l'ancien haut-commissaire à l'énergie atomique, Yves Bréchet. Il nous dit « C'est dans les structures des cabinets de la haute administration qui sont censés analyser les dossiers pour instruire la décision politique qu'il faut chercher les rouages de la machine infernale qui détruit mécaniquement notre souveraineté énergétique et industrielle. » Alors, Macron, qui, après avoir abandonné Fessenheim dans la ligne de l'incompétence de son prédécesseur, François Hollande, voilà Macron qui déclare maintenant il faut faire 6 EPR, peut-être même 14. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'on est obligé, pour réparer ce qui s'est passé sur notre système de sécurité, la corrosion, eh bien, on est obligé d'embaucher aux États-Unis 100 de soudeurs, américains. Ce n'est donc pas seulement nos données qui sont captées par Microsoft, mais nous qui avons besoin de soudeurs américains dans ce secteur nucléaire qui était la plus belle réussite de la France pour assurer son indépendance nationale et sa participation aux technologies du futur. Puis on l'a arrêté, ce nucléaire. On n'a pas participé à la fission de la 4e génération. Ce que nous avons de meilleur, ITER, oui, c'est le confinement magnétique. Mais le confinement inertiel, mégajoule, nous l'avons mis sous contrôle militaire et nous n'avons pas permis son développement pour l'économie. Donc c'est un enchaînement d'erreurs qui entraîne un recul d'ensemble. La France est donc face à ce terrible gâchis. Et que fait Bruno Le Maire? Il fait des chèques. Il fait des chèques pour compenser. Comment font des dames patronnesses, comment feraient des dames patronnesses pour compenser la misère à la sortie de leur maison ou de leur lieu de prière? Ce sont des sparadraps. Et ces sparadraps ne correspondent en rien à ce qu'il faudrait faire. Il faudrait, en effet, du crédit, mais du crédit productif, du crédit pour des infrastructures, du crédit pour créer tout un domaine qui permettra de rembourser le crédit par sa production. Or, ce qu'on a fait, c'est du crédit endettement pour compenser la baisse des salaires, endettement pour permettre à des entreprises de bien fonctionner, elles fonctionnent bien, mais en produisant 60 à 80% à l'étranger, pas en France. Et nous avons non seulement un départ de gens qui vont travailler ailleurs, en Australie, au Canada ou ailleurs, ou à Singapour, en Chine même. Donc nous perdons en même temps nos compétences. Et nous traitons les doctorants et les post-doctorants qui devraient être la base de notre recherche, la base de notre science. Nous les traitons moins bien, nous les traitons pratiquement aussi mal que les enseignants. Donc dans ce qui est la substance essentielle, la recherche fondamentale et l'enseignement, nous sommes tombés dans un recul et dans une société où quelqu'un sortant d'une école de commerce gagne plusieurs fois plus. Alors je n'ai rien contre le commerce. Je suis moi-même sorti d'HEC. Mais,
ce n'est pas ce qui doit déterminer les choses. Ce qui doit déterminer les choses, c'est la capacité de donner un visage, une image à la France, en produisant et en donnant l'importance au travail humain. Voilà, on est dans un modèle de surendettement français dont on n'est pas sorti, une dette qui ne correspond pas à des crédits nécessaires à la production, mais qui se dissipe en faveur des plus riches et d'un assistanat cynique pour empêcher l'expression de mécontentements sociaux. D'échec et la prime Macron permettant aux entreprises de verser jusqu'à 6 000 euros par an, de primes à leurs salariés, privant ainsi la sécurité sociale de ressources et en même temps créant les conditions où déjà les salariés en perte de pouvoir réel, de pouvoir d'achat réel d'environ 5% par an, c'est le cas actuellement, eh bien, en outre, cette prime-là ne va pas dans leur salaire de base. Donc elle ne permettra pas d'augmenter leur retraite. Aux retraites, par ailleurs, on réforme. Un Borne est chargé de la réforme. Et c'est une réforme qui, comme celle de l'assurance chômage, sera dans le sens du rabattement. Rabattement dans l'assurance chômage d'un quart des versements. Le principe étant de réduire les versements d'un quart quand on est dans un taux de chômage qui est inférieur à 9%, et quand il va au-dessus de 9%, on n'a pas de bonus. Les beaux chômeurs n'ont pas de bonus. On maintient simplement les avantages, soi-disant avantages, actuels des fameux 24 mois. Donc, voilà. Bref, c'est des élites de fossoyeurs qui, de plus, suppriment la base de ce qui était notre système d'administration publique. On supprime l'ENA, on supprime les grands corps administratifs. Était-ce opportun ou non? C'est matière à discussion. Mais on ne substitue rien à cela. On a recours systématiquement au cabinet de conseil, au conseil extérieur, et pas seulement McKinsey. Il y a toute une gamme de cabinets de conseil qui ont été consultés. On a retenu McKinsey en raison du conflit d'intérêts, parce que McKinsey a non seulement participé à la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, mais c'est McKinsey qui était aux commandes pour l'économie de guerre, entre guillemets, contre la Covid. Un système d'oligarchie, de porte tournante, public-privé, privé-public, public-privé, règne sans qu'il y ait, et on parlait de compétences, sans qu'il y ait de compétences scientifiques réelles, physiques, philosophiques ou humaines, si ce n'est un management, comme on dit, une gestion par algorithme, dans laquelle on est libre d'obéir à la loi de ces algorithmes financiers. Libre d'obéir. Et avec une langue, un langage, une forme d'expression qui devient de plus en plus chargée de stéréotypes et pas seulement d'anglicismes, qui appauvrit le langage. Je n'ai rien contre l'anglais, c'est une très belle langue personnellement, mais contre un anglais qui devient un anglais de bas niveau et qui substitue à notre langue, là oui, c'est quelque chose qui est fondamentalement destructeur. C'est un anglais d'aéroport et de messages d'ordi. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour développer l'état d'esprit des gens. Donc vous voyez, tout cela constitue un ensemble économique, culturel, social. Solidarité et progrès prépare d'ailleurs un rapport sur cela, sur l'éducation, prouvant sur pièce comment un système a été mis en place depuis
déjà 1945, pour substituer un ordre à un ordre, pour substituer à un ordre de culture générale, physique, mathématique et littéraire, lui substituer la direction participative par objectif, adaptant à des compétences qui sont celles du système actuel, de ce système que j'ai décrit comme s'autodétruisant, comme nous venons de l'établir. Donc non seulement, dans les faits, un recul, je dirais un recul volontaire, comme la Boétie parlait de soumission volontaire, mais aussi un recul dans la conception même intellectuelle, morale, de ce que doit être quelqu'un qui opère dans ce système. Aussi, adhérer à solidarité et progrès, c'est dire je n'accepte plus. Je suis conscient de ce qui se passe et je n'accepte plus. Je me bats pour l'alternative, un nouvel ordre de développement mutuel, un nouvel ordre où chacun est un peu gagnant. C'est ce que veut dire gagnant-gagnant. Et on ne cherche pas, et où on ne cherche pas à exclure les perdants. Un nouvel ordre avec des principes, un projet et des pistes de programme. Pas des décisions ou des mesures qu'on présente comme nécessaires, mais qui seront détruites par l'inflation. Ou encore l'égarement dans des sujets uniques, détachés des causes qui les produisent. On peut dire ce qu'on veut sur tel ou tel sujet, si on ne touche pas à la cause, eh bien on peut avoir une amélioration ponctuelle, mais après ce sera encore pire, puisqu'on n'a pas touché à la cause. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez ce que disait Bossuet, que beaucoup citent aujourd'hui. Moi, je l'ai cité depuis longtemps. Dieu se rit de ceux qui déplorent, Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Nous y sommes. Et je pense que Dieu, en considérant la France, doit être pris d'un fou rire permanent. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas du tout mon cas. Nous pensons que la France a tous les atouts pour surmonter ses faiblesses, les faiblesses de ses soi-disant élites. Nous sommes convaincus d'être le cœur qui bat, le cœur d'un changement. C'est pour ça que nous nous demandons d'adhérer, de ne pas rester simplement contemplatif ou objectif, mais d'adhérer, de participer, et en adhérant et en participant, d'apporter ce que vous avez de meilleur et de transformer la direction de ce que nous faisons, le porter de ce que nous faisons. Nous avons déjà ce poids d'orientation dans le monde. Il faut qu'avec nous, vous en fassiez un poids de réalité. C'est s'adhérer, c'est se mobiliser qui changera les choses, qui changera même notre propre manière de penser, votre propre manière de penser, et qui rendra pour vous, pour nous tous, la vie meilleure, parce que c'est dans le social que se fait une meilleure vie. C'est en combattant ce qui est injuste qu'on se sent mieux. Pas par devoir, mais parce qu'on est plus heureux quand on se bat au premier rang. On est plus heureux quand on surmonte l'insatisfaction de l'indifférence, ou la honte d'être tombé si bas. Rappelez-vous ce que nous disaient nos amis turcs, et je m'en souviendrai toujours à Ankara. Ils nous disaient « On attend la France, mais relevez-vous, relevez-vous ». Le message de ce soir, qui n'est pas un message, qui je pense est beaucoup plus, c'est assurer la relève et changez-vous, changez-nous aussi, parce que toute relation est une relation de dynamique et de changement lorsqu'on se bat vraiment pour l'alternative contre un ordre injuste
qui aujourd'hui est dominant, et encore une fois à l'international comme en national. Soyons donc la relève.